nous toutes sommes femmes pour you. Parole de femmes, une série de conversations par les femmes pour les femmes sur des sujets concernant les femmes, tels que la violence, le harcèlement sexuel, la santé, la famille, le loisir, la spiritualité, l'amour, la sexualité, le bien-être mental, le travail, l'éducation, les enfants, la gestion de l'argent et plus encore. Bonne écoute. Pour nous rejoindre, Parole de Femmes Haïti à gmail.com. Visitez notre page Facebook Parole de Femmes Haïti. Pas oublier, attendez-nous tous sur soundcloud.com/Parole de Femmes Haïti. Instagram @Parole de Femmes Haïti. Nous toutes sommes femmes pour you. Ah, merci, Madame Libertino. C'est la première fois que vous venez ici, premièrement, dans notre studio, à Parole de Femmes. Je sais, ça fait, mon petit doigt me l'a dit, ça fait votre 21e visite en Haïti. Ça veut dire qu'il faut que vous aimez beaucoup Haïti pour venir si souvent. Bon, déjà, votre petit doigt ne se trompe pas, effectivement. Et le mien me dit qu'effectivement, j'aime de plus en plus Haïti parce que j'apprends de plus en plus à connaître aussi les personnes, à connaître le pays, la population. Et surtout, je suis très attachée à la communauté des médiateurs, qui est une grande famille. Et donc, je retrouve des amis, je retrouve une famille lorsque je viens. Ah, c'est bien ça. Merci, c'est gentil et très bien. Je pense que les gens qui vous écoutent, qui sont vos médiateurs, devraient être aujourd'hui très heureux. Et je suis très heureuse de les retrouver parce qu'ils m'apportent aussi beaucoup. C'est réciproque. Ouais. Okay. Madame Libertino, parlez-nous un petit peu. Votre nom d'abord, c'est Martine Libertino. Parlez-nous un petit peu de vous. De moi? Ouh là là. Oui, parce que c'est une émission pour les femmes. Alors, par les femmes, alors sur des sujets qui concernent les femmes. Et je pensais qu'il était important que les femmes qui nous écoutent puissent savoir. Et vous venez ici souvent, vous aimez Haïti, vous faites des conférences, vous faites beaucoup de choses. Ce serait bien de savoir qui vous êtes. Alors, je suis née en France. Donc, j'ai vécu dans le sud de la France, où nous faisons une cuisine très parfumée, comme chez vous, Oui. avec moins de piment quand même. Je suis de parents italiens, je suis d'origine italienne. Et depuis 1968, je vis à Genève, en Suisse, où j'ai émigré toute seule, sans ma famille. Et je suis arrivée en Haïti en 2011, si je ne me trompe pas. Et depuis, donc, je n'ai jamais quitté Haïti puisque je reviens 3 fois par année. Waouh. Alors, au départ, en fait, je suis une enfant qui adore écrire, qui adore dessiner. Enfin, en fait, au départ, mon métier, je suis artiste, en fait. Voilà. Vous êtes auteur aussi. Voilà, je suis écrivain aussi, mais c'est vrai qu'avant tout, je suis peintre. C'était mon premier métier, que j'aime toujours d'ailleurs, parce que j'ai besoin de créer. Et un jour, j'ai été appelée par l'humanité, par mon besoin d'aider les autres. Et à l'âge de 30 ans, j'ai commencé dans ce sacerdoce, si je puis dire, parce que je crois que c'en est un. C'est une vocation. Et donc, vu le travail qu'il y a à faire, j'ai dû abandonner la peinture, que j'ai remplacée d'ailleurs par la photo, parce que, comme je l'ai dit, j'ai besoin de créer. Et comme j'écris depuis de nombreuses années, donc ça me permet aussi de créer d'une autre manière. Je vais rentrer tout de suite là, parce que vous avez dit votre travail. Parlez-moi de ce travail que vous avez tellement de passion pour. Donc, vous parlez de ce travail dans lequel je me suis engagée depuis... exactement, de ce travail. Depuis quelques 35 ans. Exactement ça. En fait, ce n'est pas un travail, c'est un bonheur, c'est une vocation, c'est un choix, c'est une liberté d'exister parce que depuis toujours, j'ai besoin de liberté. D'ailleurs, à l'âge de 22 ans, j'étais indépendante déjà, professionnellement. Je me débrouillais toute seule aussi. Je n'ai jamais eu l'aide de ma famille. Et donc, la manière dont j'ai commencé ce travail dont on parle, c'est-à-dire aider les autres. Mais aider les autres à travers de quelque chose. Vous avez un engagement pour aider, pour le mieux-être des gens, mais à travers des thématiques. Oui, mais mon premier engagement, c'est d'aimer l'être humain. D'accord. Et c'est de l'aimer mieux qu'il sait s'aimer lui-même. Wow. Voilà, parce que je suis persuadée que l'homme a d'énormes capacités en lui, qu'il est capable de s'en sortir, qu'il est capable de trouver des solutions, qu'il a une intelligence innée et que malheureusement il ne voit pas. Et donc pour moi c'est déjà ça. Vous forcez à l'homme de se découvrir.
je l'incite plutôt, parce que le forcer, non, ça ne servait à pas grand-chose. on repart dans les problèmes de rapport de force et de pouvoir, ça ne marche pas. Surtout, on est en train, alors, ce fameux travail, si on pourrait commencer, il y a toute la question, la culture de la paix. Oui, tout à fait. C'est l'enseignement à la paix. C'est encore plus important parce que pour prôner la culture de la paix, il faut aussi donner aux personnes la capacité de comprendre ce qu'est la paix, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi, qui nous conduit à faire la guerre à nous-mêmes et aux autres, et d'avoir des techniques de travail pour pouvoir justement concrétiser cette paix. Vous voyez, c'est très important ça. Comment vous véhiculez cette notion de paix chez les enfants? Alors déjà en fait, le premier travail, c'est de prendre conscience du fonctionnement humain, de la manière dont nous fonctionnons, de la matière dont nous sommes faits. Parce que ça, que ce soit chez nous comme chez vous, sur n'importe quel continent de la Terre, on n'a pas encore compris qu'avant d'apprendre un métier, on doit apprendre notre métier d'homme, c'est-à-dire savoir qui nous sommes, comment nous fonctionnons pour pouvoir matérialiser ce fonctionnement d'une manière positive, pouvoir maîtriser nos pulsions émotionnelles, nos pulsions négatives, pour faire de notre vie, non pas un enfer, mais un paradis. Donc c'est important. Et ça commence déjà dès l'enfance. C'est pour ça que j'ai créé l'école d'éveil philosophique depuis quelques années déjà, depuis 2006, parce que finalement, autant se presser d'être heureux, plutôt que perdre notre temps et être malheureux. Ce qui veut dire que dès l'enfance, à partir de 5 ans, ces cours sont introduits dans les écoles. Nous pouvons aider un enfant justement à prendre conscience de ses qualités, de ses difficultés émotionnelles, de son fonctionnement, de la manière dont il peut se regarder, de la manière dont il peut entrevoir ses transformations intérieures, parce qu'il est maître à bord en fait. Oui. Voilà. Vous êtes en quelque sorte aussi une professeure. Oui, bon, non, je ne me vois pas du tout comme professeur, mais plutôt, oui, une enseignante pour la paix. Mais j'aime surtout débattre plutôt qu'enseigner, si vous voulez. Mais bon, j'ai des belles personnes à côté de moi qui enseignent pour moi, donc c'est bien. Et qu'est-ce qui vous motive le plus? Quel est le déclic? Qu'est-ce qui vous a poussé et qui vous permet de rester, de cultiver ce sacerdoce, comme vous avez dit? Ce qui m'a poussé au départ, c'est de voir l'être humain souffrir. C'est de voir déjà enfant, je souffrais de voir les gens souffrir, et je percevais des choses que personne ne voyait, donc je voyais la souffrance sans entendre de paroles, sans voir des actes. Mais en même temps, il y a toujours eu en moi une croyance en l'être humain, une confiance en la capacité de l'homme à s'en sortir. Et voilà, j'aurais pu être déçue par l'humanité, j'aurais pu souffrir, j'aurais pu me mettre en colère. Et ce qui est resté de mon enfance et de toutes mes expériences, c'est mon amour de l'être humain et mon envie de lui apprendre ce que moi-même j'ai appris à travers mes expériences, c'est qu'il est maître de sa vie, qu'il peut avoir une autonomie spirituelle qui lui permettent de continuer à vivre sa culture dans de bonnes conditions, mais tout en restant libre. Avez-vous une sensibilité particulière quand vous écrivez, vous développez et tous ces thématiques sur la paix, sur autre chose qu'on va parler un petit peu plus tard, pour les femmes? Une sensibilité particulière? J'ai une sensibilité particulière pour tous ceux qui ne se comprennent pas ou qui ne sont pas compris, y compris les femmes. Voilà. Ce n'est pas une réponse détournée. Hein. C'est une réalité. C'est une réalité. Voilà. À savoir qu'en fait, pour moi, je veux dire, l'être humain passe avant l'homme et la femme. L'être humain passe avant l'enfant, passe avant la culture, passe avant, je dirais, une race, etc. Voilà. C'est l'être humain qui a une importance fondamentale parce que l'être humain est le même partout, qu'il soit homme, qu'il soit femme, qu'il soit enfant, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune. Et je peux le dire aujourd'hui, et je peux le prouver aujourd'hui à travers le travail que je fais, à travers le travail que je fais aussi sur 3 continents. J'ai travaillé aussi avec différentes religions, avec les musulmans, avec les catholiques, avec les protestants. Et si vous regardez ce qui se passe à l'intérieur d'un être humain, où qu'il soit sur la Terre, dans n'importe quelle condition, avec n'importe quelle éducation, n'importe quelle culture, l'être humain réagit de la même manière, avec ce que j'appelle sa conscience et son subconscient. Au revoir. Merci d'être toujours là. Vous êtes à Parole de Femme. Et on a continué le débat hors des ondes, mais je vais revenir sur de quoi qu'on parlait. Et
j'ai demandé à Madame Libertino, est-ce qu'il n'y avait pas une sensibilité par rapport au traitement qu'on accorde aux femmes et aux hommes? Est-ce que les femmes, il n'y a pas une petite spécificité, si minime soit-il? Est-ce qu'il n'y en a pas? En fait, je pourrais répondre d'une manière double, dans ce sens que si nous considérons les habitudes de fonctionner que nous avons prises dans la manière de concevoir notre société, dans la manière d'élever nos enfants, dans les manières de créer, de concevoir une famille, bien sûr qu'aujourd'hui, on peut parler de spécificité, dans ce sens que la femme s'est donné une ligne de conduite et l'homme s'est donné une ligne de conduite dans laquelle ils ne sont heureux ni l'un ni l'autre. Ça, je peux vous le garantir parce que je travaille avec les hommes et je travaille avec les femmes. Et il y a beaucoup de malentendus des hommes qui ont une idée de la femme et de la femme qui a une idée de l'homme. Donc, il y a beaucoup de souffrances de part et d'autre. Et évidemment qu'en même temps, à travers ces frustrations, chacun reste à sa place en pensant que c'est l'autre qui a tort ou c'est l'autre qui fait du mal, etc. Bon. Donc, effectivement, là, je peux vous dire oui qu'il y a une petite spécificité. Et cette spécificité serait que la femme va accepter d'écouter beaucoup plus son intuition, d'écouter beaucoup plus sa sensibilité, d'écouter plus ses émotions, de laisser parler son cœur, alors que l'homme ne va pas le faire. Bon, mais ça ne veut pas dire que l'homme a moins de cœur que la femme, et ça ne veut pas dire que la femme a moins de force que l'homme. Vous voyez ? Donc il faut faire une différence entre ce que nous avons mis en place dans notre société qui n'est pas juste, et donc qui fait cette spécificité dont vous parlez, qui est en même temps un avantage et un inconvénient pour les deux. Et en même temps la réalité, c'est pour ça que je reviens à l'idée de l'homme avec un grand H, de l'être humain, à savoir que en fait la femme est un exemple pour l'homme, pour lui montrer que si elle a accepté de développer sa sensibilité, d'écouter son intuition, d'écouter son cœur, l'homme est capable aussi de le faire. Et l'homme est un exemple pour la femme parce que l'homme a développé une force, il a développé sa force, il a développé ce qu'il estime être son courage et sa capacité de concrétiser la vie, encore une fois avec ses émotions, donc ce n'est pas juste, voilà. Mais en même temps, ce que l'homme est capable de faire avec sa force, la femme est aussi capable de le faire. Voyez. Et ce que nous avons mis en place dans notre société nous a conduit à vivre des situations de douleur et de souffrance, parce que finalement, ces deux êtres vivent l'un en face de l'autre, en pensant que la femme, avec sa sensibilité, est la victime de l'homme, donc parce qu'elle doit se soumettre. Et d'ailleurs, souvent, ce sont les mères qui apprennent à leurs filles à se soumettre, vous voyez, voilà, alors qu'elles ne devraient pas le faire. Jusqu'à maintenant, vous pensez? Encore Jusqu'à maintenant. Dans certains pays, mais pas dans les pays développés, souvent. Oh, vous savez, les pays développés, qu'est-ce qu'on appelle développés? Nous sommes développés technologiquement. Absolument, développés technologiquement, savez, ils ont beaucoup plus de moyens, ils ont beaucoup plus de possibilités pour regarder les choses différemment. Oui, mais vous savez combien de femmes sont battues et meurent bien par jour oui, bien sûr. en Europe? Oui. Moi, je parle de l'Europe, vous voyez. Donc, au Canada et aux États-Unis aussi. Donc, je pense que nous avons tous à faire un travail. Oui. Il n'y a pas un pays qui est plus développé qu'un autre. Vous pensez? Je pense, oui, je pense. Mais je dis que l'accès à des choses dans certains pays, ou ici ou en Afrique, c'est pas pareil. Oui, l'accès à la technologie, l'accès à l'argent, l'accès à l'économie, etc. Oui, je suis d'accord avec vous. Il faudrait en parler parce que je ne suis pas trop sûre de ça. Parce que je pense qu'il y a les moyens, comme la pauvreté d'une femme ici et la pauvreté, je ne vais pas en parler tout de suite, la pauvreté d'une femme qui se trouve au Canada ou aux États-Unis ou en France. Ce n'est pas la même chose parce que tout d'abord, il y a l'État qui va souvent donner un coup de main, tandis que même quand la femme est pauvre, il va donner un coup de main, tandis qu'ici, souvent, la femme n'a pas ce recours. Ah, mais ce type de pauvreté dont vous parlez, c'est clair, bien sûr. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais si on parle de ce qui se passe à l'intérieur de l'homme, de sa pauvreté spirituelle, si je puis dire, voilà, cette pauvreté existe partout parce que on ne met pas l'être humain en avant dans nos sociétés, nulle part en fait. Et c'est pour ça qu'on souffre. Et c'est d'ailleurs pour ça, c'est là où je vois une relation de cause à effet, ce qu'on ne veut pas voir souvent. La relation de cause à effet entre cette pauvreté spirituelle qui vont amener une personne ou une famille ou une communauté à se négliger, à ne pas s'aimer, à faire de mauvais choix et donc à vivre aussi dans une pauvreté, je dirais, matérielle. Et ce dont je vous parle, c'est aussi du vécu, dans
ce sens que pourquoi en fait j'ai accepté de partir dans des pays comme la République démocratique du Congo ou comme Haïti. J'allais poser la question. Voilà. C'était ma prochaine question. Je veux savoir, qu'est-ce qui vous a amené dans ces pays? Voilà. En fait, ce qui m'a amené, c'est qu'on m'a appelé. Okay. C'est que certaines personnes ou certaines ONG ont vu mon travail. On m'a proposé de présenter mon travail et on m'a demandé de venir. Parce que moi, je ne me déplace pas dans un pays si on ne m'appelle pas. Non pas parce que je suis prétentieuse ou orgueilleuse, c'est pas ça. Hein. C'est que c'est important qu'il y ait une belle relation et qu'il y ait, je dirais, quelque chose de part et d'autre. Ça veut dire en arrivant que la conversation soit aussi fluide qu'ici. Voilà, exactement. Voilà. Exactement, qu'on ait quelque chose à partager. C'est important. Voilà. Donc, en fait, je suis partie justement parce que je me rends compte que la misère matérielle a aussi, je dirais, comme cause la misère spirituelle. Bon, avant d'aller là, Madame Hubertine, je voudrais, avant d'aller là, est-ce que la spiritualité joue un rôle dans votre travail? Alors, à quel niveau? Tout dépend de ce qu'on appelle spiritualité. Oui. Pour moi, la spiritualité, c'est la connaissance de soi. C'est ça. C'est la connaissance, c'est le besoin d'un idéal. C'est ce que j'appelle les valeurs fondamentales aussi. De trouver un moyen pour être bien. Voilà, c'est les valeurs fondamentales. C'est un peu la synthèse de la philosophie que j'enseigne, qui sont l'amour, la rigueur, la liberté, l'idéal. Moi, je ne les donne pas dans l'ordre, mais peu importe. Hein, l'idéal, la beauté et la détermination. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes face à un certain nombre de qualités qui sont la base du développement humain et qui, développées à l'intérieur de lui avec des techniques de travail, avec un comportement adéquat, que ce soit dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale, dans sa vie sociale, même dans son comportement politique, qui va permettre à une personne, qu'elle soit encore une fois, homme ou femme, voilà, qui va lui permettre vraiment de faire les meilleurs choix pour sa vie et les meilleurs choix pour son entourage. C'est-à-dire que cette personne va prendre l'habitude de prendre soin d'elle, de s'aimer, de savoir ce qu'elle veut, de découvrir ce dont elle a besoin et d'avoir la détermination nécessaire pour décider que c'est elle qui veut décider pour sa vie, que elle n'a pas un destin prédestiné parce qu'elle est née dans un pays pauvre et qu'elle va rester pauvre toute sa vie, mais elle va décider de s'en sortir parce qu'elle le mérite. Quand vous êtes arrivé au Congo, c'est ça que vous avez trouvé? Tout ça? Non, j'ai trouvé la misère quand je suis arrivée au Congo. Une misère spirituelle. J'ai trouvé la misère spirituelle et la misère matérielle. Oui. Et cette misère spirituelle, c'était aussi ce que j'appelle l'inconscient collectif d'un pays. C'était une vision, en fait, que la population va avoir d'elle-même. Mais cette vision que la population a d'elle-même, elle découle de la vision de chaque individu à de lui-même, voyez, voilà. Et en Haïti, c'est pareil. C'est que cet inconscient collectif, il a une importance fondamentale. Ça veut dire qu'il y a une similitude entre le Congo et Haïti à ce niveau-là? Beaucoup, avec une grande, je dirais, séparation entre, si vous voulez, les frustrations du Congolais ne se manifestent pas de la même manière que les frustrations du Haïtien. Voilà. Donnez-moi quelques exemples. Le Congolais est très passif. Il est très passif, il est soumis. Et donc il va souffrir, il va avoir beaucoup de colère, mais par exemple il a une haute opinion de sa hiérarchie, il a peur de sa hiérarchie, le respect de celui qui est au-dessus de lui, même si cette personne n'est pas honnête. Et puis surtout au niveau de la famille, on parle justement de l'homme et de la femme, c'est que la femme se doit d'être soumise, se doit d'obéir à son frère, se doit d'obéir à son père, à son mari, etc. Faire des enfants et accepter que son mari la trompe aussi, parce que ça fait partie aussi de la culture, me dit-on, n'est-ce pas? Je vais ouvrir une brèche automatiquement. Est-ce que vous pensez que la femme, pour déterminer ça veut dire que son mieux-être, son bonheur, en étant comme les règles établies pour elle à l'avance, mariée, dans ces pays-là, mariée, avoir des enfants, et puis c'est tout ça, c'est Non, c'est le plus bonheur. complexe que ça. C'est beaucoup plus complexe. Okay. C'est que d'un côté, c'est vrai que si la femme ne se marie pas, si elle ne fait pas des enfants, elle va se considérer comme une femme incomplète. Elle va mal se considérer, sa famille va mal la considérer. Mais en même temps, si elle se marie et qu'elle a des enfants,
elle va avoir des frustrations parce qu'elle ne se sent pas considérée comme un être humain, tout en ayant... c'est pas assez pour définir son bonheur. Ah non, mais ça Il ne en peut faut pas. plus. Non, parce que son bonheur, ça serait d'être aimé d'un homme qui la respecte, d'être au sein d'une famille où chacun fait généreusement ce qu'il a à faire pour les autres et pour lui-même, de pouvoir élever ses enfants correctement, de pouvoir se nourrir correctement, etc., d'avoir une vie respectueuse pour elle et pour les autres dans la dignité. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, que ce soit la femme comme l'homme d'ailleurs, mais parlons de la femme, elle perçoit tout ça, mais elle ne le sait pas au fond intellectuellement. Donc, elle ne sait pas vraiment d'où viennent ses frustrations. Elle a une colère. Elle n'arrive pas à identifier ça? Oui, quand on lui explique. Ok. Mais autrement, non. Est-ce que même les femmes non intellectuelles sont comme ça? Les femmes non intellectuelles aussi? Intellectuelles ou intellectuelles? C'est la même chose. Il n'y a pas un développement, une quête pour se retrouver, pour savoir qui nous sommes, d'où nous venons, comment vivre notre vie pleinement? Mais bien sûr que cette quête existe. Et puis, plus une personne va faire des études, et plus elle va être à la recherche de cette quête. Sûr. Mais en même temps, si on ne lui donne pas les véritables moyens pour en sortir, elle va percevoir une espèce de paradis, mais qui est inaccessible. Et ce paradis inaccessible, là, vous verrez que chez une femme qui a fait des études, qui a même un certain niveau de vie, elle va avoir inconsciemment la même attitude que la femme qui n'a rien, qui doit élever ses enfants et qui n'a pas de moyens pour les élever, qui est au sein d'une famille qui la rejette, etc. C'est-à-dire qu'elle n'aura pas les techniques qu'il faut pour se retrouver. C'est ça. Alors, parlez-moi les différences, parce qu'on revient à cette différence, et nous ici, comment? Par rapport au Congo. Ah oui. Alors, donc, en Haïti, en fait, cette passivité à la souffrance dont je parlais tout à l'heure, parce que quand je parle de la passivité, je parle de ça aussi. C'est ça. Disons que ce que je retrouve en Haïti, c'est qu'effectivement, il y a une passivité, mais en même temps, le Haïtien a ce que j'appelle un orgueil, une fierté qui est très, très fort, n'est-ce pas? Voilà. Notre ego est très... Voilà, ce qui veut dire, moi, je veux bien qu'on vienne m'aider, mais il faut surtout pas m'embêter parce que c'est moi qui décide de ma vie et qu'on vienne pas me casser les pieds chez moi. Voilà. Donc c'est vrai que c'est ce que j'ai trouvé une force chez le Haïtien, un désir de liberté, un désir d'autonomie que je n'ai pas trouvé au départ donc chez le Congolais. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder toujours la cause des réactions. Vous voyez, une réaction n'est qu'une conséquence. Si on travaille sur la conséquence, on ne pourra pas enlever le problème. C'est comme si vous essayiez d'enlever une verrue sans enlever la racine de la verrue, elle repoussera toujours. Absolument. Voilà. Et là, c'est pareil. C'est que si je regarde le Haïtien ou le Congolais, au départ, la cause du mal est la même. Et la cause, c'est le manque d'amour pour soi. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que je retrouve des personnes qui n'ont aucune conscience de leur valeur, aucune conscience de ce qu'elles représentent comme beauté, comme intelligence, comme capacité, indépendamment du fait qu'on ait fait des études ou pas. Moi, je rencontre des gens de la population... je veux dire, qui ne fait que travailler à terre, mais qui a une intelligence extraordinaire. Oui, bien sûr. Et une beauté, sagesse aussi. Voilà. Mais pensez-vous que ces choses-là, c'est parce qu'on ne les a pas appris quand on était jeune? C'est parce qu'on ne les apprend pas tout court. Qu'on soit jeune garçon ou jeune femme. C'est parce qu'on ne les apprend pas tout court. Tout court. Oui. Ça veut dire que ça ne passe pas de mère en fille, de père en fils. Mais non, hélas, pas encore. Pas encore. Je suis la première mère qui débarque pour enseigner cela. Mais enfin, bon, ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour se transformer. Il n'y a pas d'âge pour prendre conscience des choses. Parce que dans ce domaine, le temps et l'espace n'existent pas. Ma mère disait la vie était une école. Il suffisait seulement d'être une bonne élève. Oui, mais bon, pour être un bon élève, il faut avoir aussi un bon professeur. Absolument. Et un pédagogue. Un pédagogue. Voilà. Alors, on va revenir à notre question de femme. Je voudrais savoir, comment pensez-vous que la paix peut ou pourrait devenir tangible dans le monde, chez nous et dans la vie de nos femmes plus particulièrement? Parlez-nous de ça. Oui. D'abord, il faut accepter avec humilité de faire un travail de fourmi.
Première chose. Ça voudrait dire Ça veut dire qu'il faut se retrousser les manches et travailler, parce que c'est un travail. Voilà. Et ce travail, c'est quoi? C'est aller à l'intérieur de soi pour se rendre compte qui nous sommes, ce que nous attendons de la vie, ce que nous attendons de notre société. Ne pas attendre que notre société nous dise ce que nous sommes, et regarder au fond de nous ce qui nous fait souffrir, ce qui nous dérange, ce qui nous rend heureux, et être capable de se dire que il y a de la place pour tout le monde sur la Terre, et que nous sommes capables d'être nous-mêmes et d'être heureux et de trouver des solutions dans notre vie. Ça, c'est important. Mais comme je disais, c'est un travail de fourmi, parce qu'il ne suffit pas de prendre conscience que j'ai envie de m'aimer pour que je m'aime. Pour que je m'aime, il faut que je me lève tous les matins en me regardant fonctionner, en regardant ce qui se passe autour de moi, ce que j'attire, pourquoi j'attire telle personne, pourquoi j'attire telle situation. Comment se fait-il que j'attire des situations en répétition? Qui est responsable? Voilà. Souvent, les femmes se posent ces questions parce que il arrive qu'une femme fréquente un homme qui a ce comportement, qui est de cette manière, et puis la relation ne marche pas. Un peu plus tard, elle va rencontrer un autre homme. C'est comme elle répète la même chose, pas avant qu'elle soit guérie d'elle-même, de son problème. Alors, ça a l'air qu'elle va continuer à répéter les mêmes choses. Alors, pourquoi elle répète les mêmes choses? Oui. En fait, pourquoi elle attire les mêmes situations? Les mêmes C'est ça, situations, en réalité. oui. Elle va attirer les mêmes situations parce que nous naissons, revenons à la naissance, nous naissons avec des qualités, bien sûr, qui nous permettent de nous développer. J'espère. Bien sûr, mais plein de qualités que malheureusement nous ne voyons pas assez. Bon. Mais nous naissons ici avec ce que j'appelle des programmations émotionnelles qui se manifestent à l'intérieur de nous comme des peurs. Bon, prenons des exemples tout simples. Un enfant va naître avec la peur de ne pas être aimé. Il va naître avec la peur de ne pas être considéré, avec la peur de ne pas être compris, avec la peur de n'être pas à la hauteur de ses exigences, ou avec la peur de n'être pas à la hauteur de ce qu'on lui demande, c'est-à-dire que cela va se manifester par un manque de confiance en lui, par avoir l'impression qu'il est incapable, que les autres sont plus forts que lui, sont plus intelligents que lui, etc. Bon. Cette vision qu'il va avoir de lui-même, qui est la plupart du temps fausse, va l'amener à rencontrer des situations justement qui le font souffrir. Parce qu'à partir du moment où je ne m'aime pas et que j'ai peur de ne pas être aimé, je vais d'abord être attirée plutôt par des personnes qui ne vont pas m'aimer, parce que justement j'en ai peur, et parce que c'est aussi ma seule référence. Vous voyez, il y a cette double programmation qui est j'ai tellement peur qu'on ne m'aime pas que je vais tout faire pour rencontrer quelqu'un qui m'aime, donc à la limite je ne veux pas être exigeant non plus. Du moment que quelqu'un me regarde avec les yeux doux, ça y est, voilà, je suis prêt à lui tomber dans les bras, n'est-ce pas? Voilà. Mais je n'aurais pas réfléchi qui est cette personne. Est-ce qu'elle est bonne pour moi? Est-ce qu'elle correspond? Parce qu'il y a l'amour et il y a la capacité de vivre ensemble. Pour moi, ce sont deux choses complètement différentes. Oui. Si je m'aime, même si je suis amoureuse, je ne vais pas me lancer dans les bras de quelqu'un parce que je vais me dire, mais est-ce que cette personne peut vivre avec moi? Est-ce que cette personne peut me respecter assez pour vivre avec moi? Ou est-ce que moi, je suis capable de vivre avec cette personne? Mais il y a certaines femmes qui commencent à faire ces démarches. Ça veut dire qu'avoir, comme presque on dirait, un bucket list, quand elles vont rencontrer des personnes, des hommes, elles vont comme presque avoir, je pourrais dire, un checklist pour dire que est-ce que ça marche? Quand ça marche, alors ça ne veut pas dire non plus que ça veut être... Oui, mais vous voyez, c'est plus subtil que ça, c'est plus complexe que ça, parce que en fait, c'est moins organique. C'est pas en regardant à l'extérieur que nous allons voir ce dont nous avons besoin. C'est en regardant à l'intérieur quels sont nos besoins, et en quoi je suis responsable d'attirer telle personne. Voilà. Parce que, prenons le cas de la peur de ne pas être aimé, cela va se manifester au quotidien dans des situations qui peuvent paraître complètement opposées les unes aux autres. Je peux très bien rencontrer une personne qui m'aime, mais qui ne correspond pas à mes besoins. Oui. Par exemple, que je ne vais pas forcément respecter parce que j'ai un idéal et cette personne est moins exigeante vis-à-vis de la vie. Si je ne m'aime pas, je vais avoir une telle gratitude qu'enfin un homme m'aime, que je vais rester avec lui, tout en m'ennuyant, tout en n'étant pas heureuse, tout en ayant des frustrations. Et peut-être je ne vais même pas forcément le rendre heureux non plus. Et je ne vais pas prendre soin de moi dans cette situation. Tout d'abord, ça veut dire qu'il devrait avoir presque dans le curriculum des jeunes filles ou des femmes, quand on s'éduque ou on les éduque,
des informations, Très importantes. oui, pour apprendre à se connaître, qui est comme fondamental, parce que quand on se connaît, il y a plein de choses qui sont différentes par rapport à quand on ne se connaît pas. Il y a des décisions que nous pouvons prendre quand on se connaît, et puis d'autres que nous ne pouvons pas prendre. Voilà, apprendre à s'aimer, se rendre compte aussi que nous pouvons respecter notre culture, mais notre culture doit aussi nous respecter. C'est important aussi pour la femme de savoir que la culture, parce que souvent on me dit oui mais ça c'est la culture, c'est mon éducation. Mais comment peux-tu accepter que ta culture te dise par exemple d'obéir à ton mari, ou d'obéir à ton père, ou d'obéir à ton frère, que tu respectes ses besoins si ce qu'il te demande est juste pour toi et pour lui. Ben oui, c'est dans la logique des choses. Mais il faut avoir la connaissance. Il faut avoir cette connaissance. La connaissance de soi. Exactement, voilà. De soi. Il faut s'aimer, avoir cette connaissance, se connaître. Et connaître aussi un tas de choses autour. C'est comme on a appris de la vie. Ça veut dire que les jeunes ne devraient même pas se marier ou bien se mettre en couple. Très, je vais dire très jeune, je vais me répéter. C'est ce que j'enseigne. Oui, voilà. Il faut attendre. Ouais. Regardez, je vous donne un petit exemple qui est amusant, c'est que j'étais dernièrement en RDC, justement, avec ma communauté de médiateurs, et on travaille avec beaucoup de jeunes. Et on a fait tout un travail sur les filles, justement, sur les souffrances des filles, des jeunes filles. Et c'est les souffrances des garçons. Donc les filles, on parlait en même déjà, temps ou parallèlement? Ensemble, mais d'abord j'ai demandé aux filles de parler sur ce qu'elles attendaient des garçons, et ensuite ce sont les garçons qui ont parlé. Bon. Et c'est vrai que les filles se sont plaintes du manque d'attention, du manque de gentillesse des garçons, du fait qu'elles étaient écrasées par la famille parce c'est elles qui devaient faire les tâches ménagères, que les garçons n'étaient pas obligés de les faire, qu'elles devaient se soumettre justement au père, etc. etc. Et c'est vrai qu'elles ont parlé avec leur cœur et beaucoup de souffrance. Et on a débattu aussi du fait que les garçons disaient, mais lorsqu'une fille doit se marier, elle ne doit pas avoir eu de relation sexuelle, elle doit être arrivée vierge au mariage. Bon. Et j'ai posé la question aux garçons, j'aurais dit, vous devez arriver vierge au mariage? Alors comment se fait-il qu'il doit y avoir une différence entre les filles et les garçons? Selon quels critères vous imposez ça aux filles? Voilà. Alors la réponse était ils ont ri, en fait. Oui, ils ont ri parce qu'ils se rendent compte que c'est ridicule tout ça. Oui. Et que ce qui est important, c'est pas d'être vierge ou ne pas être vierge. Ce qui est important, c'est d'être heureux ensemble, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre surtout à se rendre compte que la fille et le garçon sont à égalité. Et la chute, en fait, de l'histoire, parce que ce sont des jeunes avec lesquels je travaille, qui sont en train d'enseigner en RDC, en République démocratique du Congo. Oui. Et c'est très important parce qu'actuellement, ils partent sur les routes pour enseigner à la population. Et aujourd'hui, c'est un groupe de jeunes et de filles, de garçons et de filles, ils sont une centaine, qui travaillent ensemble, qui partagent les tâches ménagères, qui partagent leurs idées, qui se confient les uns aux autres, et qu'il n'y a plus aucune différence entre eux. Ça veut dire un groupe à la fois. On va dire un groupe à la fois, pour les changer. C'est-à-dire que c'est un groupe très important avec lequel je travaille, que je retrouve chaque fois, et qui vont ensuite enseigner. Avez-vous un groupe comme ça ici? J'ai le groupe de la communauté des médiateurs, bien sûr. Mais vous n'avez pas un groupe de jeunes? Ça commence, mais pas encore. Est-ce que les activités sont similaires? Oui. Les activités sont en fonction des besoins du pays, mais il y a beaucoup de similitudes. Mais moi, ce que j'ai envie de dire aux femmes, avant tout, c'est que oui, c'est bien de se considérer comme une femme, mais je pense que c'est bien qu'elle se considère comme un être humain, avec tout ce que ça comporte de beauté, de qualité et de force. La femme doit se rendre compte que on ne peut pas lui imposer les choses, sauf si elle les accepte. Et je dis toujours que pour qu'il y ait un bourreau, il faut qu'il y ait une victime consentante. Voilà. Et les femmes ne doivent pas se considérer comme des victimes. Elles doivent cesser d'avoir peur. Elles doivent cesser de penser que parce que leurs mères ont vécu ça, ou leur grand-mère, elles doivent aussi le vivre. C'est une éducation aussi, ça. Oui, mais l'éducation, à partir du moment où je prends conscience de moi, je passe au-dessus de l'éducation. Vous voyez, c'est instantané. Oui. C'est qu'en fait, je me connecte à mon intelligence supérieure, je me connecte à mon cœur, à tous mes besoins, et je vais m'apercevoir que je vais prendre soin de moi. Je vais aussi parler parce que je vais savoir beaucoup plus dire au garçon ou à l'homme qui est en face de moi, voilà ce qui se passe, je suis en train de souffrir, tu me fais ça, moi voilà ce que je veux, mais je ne peux plus accepter ton comportement. Donc il n'y aura plus d'échanges conflictuels, mais il y aura une détermination sans faille que les hommes
je vous dis avec l'expérience, respectent. Parce qu'il doit y avoir ce langage commun qui est « j'ai beau être plus faible physiquement que toi, je n'ai pas peur de toi et tu n'as rien à m'imposer ». Si ce n'est que nous devons être solidaires en tant que garçons et filles et nous pouvons partager des belles choses. Et les garçons sont tout prêts à accepter ça. Parce qu'en fait, ils sont mal dans leur rôle. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je vous assure que non. Il faut travailler. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un travail de fourmi. Oui, N'oubliez pas ce que j'ai dit. Voilà. Oui, je n'ai pas dit que c'était un rêve. Non, comme ça, 1, 2, 3, et puis ça va arriver. Non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. C'est toute une... En fait, il faut déconstruire nos programmations émotionnelles. Oui, et il faut reconstruire des programmations... Changer le narratif. C'est ça. Et on doit le changer au quotidien. Oui. Et on doit passer en fait du 100% de souffrance au 0% de souffrance. Ça met du temps. Voyez, ça demande une petite pause. Ça demande une petite pause. Merci d'être toujours là. Alors, nous sommes en conversation avec Madame Martine Libertino. Alors, que je dis un grand merci parce qu'elle est arrivée aujourd'hui. Elle est partie de l'aéroport jusqu'à moi. Alors, c'est vraiment apprécié. Alors, Martine, merci d'être là. C'est un plaisir. D'accord. Martine, est-ce que la femme a un rôle extra ou bien normal, pareil aux hommes dans cette démarche pour la paix? Alors là aussi, j'aurais une réponse double, dans ce sens que dans la société actuelle et vu justement, si je puis dire, les mauvaises habitudes que nous avons dans notre manière de vivre, il est vrai que la femme a un rôle important à jouer, puisque souvent, c'est vrai que nous le voyons dans les communautés, lorsque nous interpellons une communauté pour aider, pour donner de l'amour, pour participer, pour se responsabiliser, aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit que les femmes sont plus actives. Bon. Mais ce n'est pas l'expérience que j'ai dans mes groupes de travail et dans mes communautés. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où l'être humain ne fait pas de travail sur lui, que ce soit l'homme comme la femme, parce que dans les populations avec lesquelles je travaille, j'ai autant d'hommes que de femmes, même quelquefois plus d'hommes. À partir du moment où chacun d'entre eux fait un travail, les hommes vont se responsabiliser, les hommes vont ouvrir leur cœur, vont développer leur sensibilité et donc vont accompagner la femme dans sa démarche de paix. Et je peux vous garantir que c'est exactement ce qui se passe. Voilà. Donc il faut avoir cet espoir. Oui. Voilà. Mais en même temps, il faut que la femme se positionne. Il faut que la femme prenne soin d'elle. Il doit y avoir un positionnement des deux côtés. Vous voyez, et c'est pour ça que je vous dis que la réponse est double. Oui. C'est que si nous en restons à ce que nous sommes de notre société actuelle, c'est toujours la femme qui va devoir se sacrifier. Oui. Il faut arrêter ça. C'est un massacre. Et c'est un massacre aussi bien pour la femme que pour l'homme, pour nos enfants, pour les générations à venir, parce que l'homme comme la femme sont capables de beaucoup mieux que ça. Voilà. Ça veut dire que la femme doit se positionner. Il y a des choses qu'elle ne doit plus accepter. Mais encore une fois, pas dans la colère. Parce que le problème, c'est la frustration qui engendre la colère, qui engendre le sentiment d'injustice et qui va engendrer des conflits, vous voyez, et aussi bien que ce soit chez l'homme comme chez la femme. J'aimerais quand même juste aborder un petit sujet. Vous allez me dire, non, c'est pas, on ne parle pas des hommes, on parle des femmes. Non, on parle des hommes aussi. Il faut les hommes voilà. Donc, on a besoin de l'autre bras. Ben, oui. En créole, je dirais pour nous courir. Et puis pour partager des choses agréables. Partager des belles choses aussi, c'est ça, voilà. Exactement. Alors c'est vrai que je me fais un peu l'écho de la souffrance des hommes, puisque dans les communautés avec lesquelles je travaille, tout est mis sur la table, il n'y a pas de sujet tabou. Voilà. Et en fait, les garçons se plaignent et les hommes se plaignent du fait que la femme va trop souvent à l'église et sexuellement n'est pas toujours très active. Voilà. Et moins participative et moins créative. Voilà. Qui l'aurait cru? Je ne pensais pas. C'est vrai, c'est un sujet tabou ici, mais on en parle des fois à l'émission. C'est très important parce qu'on a fait cette émission sur la sexualité. Je pourrais vous dire, on a eu des textes et des emails. On a eu maintenant, à cause de cet engouement, ces demandes, il y a tellement de demandes, on a décidé de faire une fois par mois à la fin
fin du mois comme un genre de live pour pour répondre aux questions. Parce qu'on a beaucoup de questions, des questions de partout, de beaucoup de monde. J'étais vraiment étonnée. Ça veut dire la sexualité reste et demeure un problème. Et sur l'amour aussi. Et c'est pour ça qu'il faut en parler. Il faut en parler. Il faut voilà. que ça soit plus un sujet tabou. Parce qu'il faut... Bon, c'est bien, on peut continuer à aller à l'église, mais ça n'empêche pas que si Dieu a donné à l'homme et à la femme un sexe, c'est pour... Il faut s'en servir. Oui, bien sûr, il faut s'en servir. Et avec agréablement. Même si on dit que le sexe est là pour faire des enfants, c'est pas je veux dire, ça. de la manière dont il est conçu, ça veut dire que l'homme et la femme peuvent avoir du plaisir. Et c'est vrai qu'en même temps, les hommes disent, mais si on est infidèle, c'est aussi parce que on n'a pas à la maison... Des femmes ne répondent pas à la demande. Au plaisir, au bonheur d'être ensemble, au bonheur de partager. Oui, c'est ça. Voilà, il y a aussi l'amour, la tendresse, l'affection, comme les préludes, c'est ça. C'est très important. Et c'est vrai que je dis aux femmes, je leur dis, mais arrêtez, continuez à aller à l'église, mais quand vous rentrez à la maison, faites-vous belle, partagez votre sexualité. Heureusement, ce n'est pas mari. toutes les femmes qui vont à l'église, hein? J'espère. Je peux vous dire qu'en RDC, oui, c'est toutes les femmes qui vont à l'église. Voilà. OK. On va aller loin de la sexualité. On va aller dans l'autre partie. Est-ce un nouvel agenda, la question de la pauvreté? Parlez-nous-en. Alors la pauvreté, encore une fois, bien sûr que je ne vais pas dire... Avec un titre évocateur. Changer l'état d'esprit pour se libérer de la pauvreté. Oui, donc ça c'est Et c'est le titre aussi de votre prochaine conférence. Voilà, qui se fera samedi prochain. Samedi prochain à El Rancho, à la salle Épicure. Bien. Alors, en fait, pourquoi on parle de la pauvreté? Parce que c'est vrai que la pauvreté, c'est comme une espèce d'évidence en soi. On est pauvre et on va mourir pauvre. On est dans un pays riche, on est dans un pays pauvre. Et là, on ne parle pas de la pauvreté d'esprit. Non, là, on parle de vraie pauvreté. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a cette espèce de tradition d'avoir conscience d'appartenir à une communauté, à une culture. Donc je suis pauvre et je resterai pauvre toute ma vie, et je suis riche et je resterai riche toute ma vie. Moi, je ne vois pas la situation de cette manière-là. Pourquoi? Parce que je reviens toujours au fonctionnement de l'être humain, qui est que si je suis pauvre dans mon âme parce que je ne prends pas conscience de mon intelligence, de mes capacités de créativité, de mes capacités de construire quelque chose et de vouloir aussi quelque chose, c'est vrai que je vais rester pauvre toute ma vie. Et là aussi, c'est ce que j'enseigne à mes communautés, c'est que même si on part avec rien dans la vie, même je dis aux gens, mais au lieu de rester assis devant votre porte à vous lamenter, vous avez 1 mètre carré devant votre porte, vous balayez votre mètre carré, vous en faites quelque chose de beau et vous allez planter une graine. Et ce que vous allez récolter, c'est ce que vous allez manger avec vos enfants. Voilà. Et après, ce mètre carré va s'agrandir, etc., etc. Et en fait, c'est ce que nous mettons en place. On commence du petit, on part du petit pour aller vers le grand. Et petit à petit, les gens se rendent compte que c'est vrai, même en commençant tout petit, même si j'ai rien, à partir du moment où je prends soin de moi, je prends soin de ma terre, je prends soin de ma maison, petit à petit, je fais fructifier les biens que je vais avoir et je vais être capable de m'en sortir. Je vous donne des exemples. On a créé des communautés de chorales pour la paix. Ces chorales, il y a beaucoup de femmes dans ces chorales. Et au départ, elles étaient sûres que, elles avaient une voix, oui, mais cette voix, elle sert pour chanter à l'église et puis ça s'arrête là. Parce qu'elles n'avaient pas conscience de la beauté de leur voix, de ce qu'elles étaient. Et j'ai réussi à les convaincre qu'avec leur voix, elles pouvaient faire quelque chose. Voilà. Et donc, on a créé ces communautés de chorales pour la paix qui, en même temps, enseignent la paix. Ce qui veut dire qu'elles transmettent un message. Mais on a fait un CD, d'ailleurs, ce CD, on a 2 CD aujourd'hui, voilà, qu'on va pouvoir vendre. Et elles sont... Ça, c'est au Congo. Voilà, ça, c'est au Congo. Et elles vont... Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles se rendent compte qu'avec leur voix, elles peuvent gagner leur vie, elles peuvent faire quelque chose. Mais c'est vrai qu'encore une fois, ça demande du travail, de l'organisation, d'arriver à l'heure, d'être exigeant avec soi. C'est ça. Voilà. Donc, sortir de la pauvreté, ça veut dire d'abord s'aimer,
Ça veut dire accepter librement de se dire que je viens d'un milieu, je viens d'un pays, je viens d'une situation, mais je peux en sortir parce que je peux créer quelque chose d'autre, parce que j'ai la liberté de le faire. J'ai tous les moyens pour le faire, même si je n'ai pas d'argent. Je peux faire quelque chose de ma vie. C'est important. Voilà. J'allais vous demander... Attendez, parce que ça c'est très important, et surtout pour Haïti, hein, oui, c'est qu'en même temps, il va falloir développer la rigueur. Oui, voilà. c'est bien. Et la rigueur, c'est un gros manque, si je puis dire. Bien voilà. sûr. Et la rigueur, ça veut dire justement... Être sévère envers soi. Non, pas être sévère. Pas sévère. Non, on n'est jamais sévère. Il faut être ferme. Il faut pas ferme, sévère. exactement. Alors, il faut vraiment faire attention. Il faut changer le narratif. Ça, voilà, c'est vrai. C'est important. Voilà. Et vous avez répondu à une partie à cette question, mais c'était comme je voulais savoir. Chez nous, les femmes sont le pilier de la maison et potomitan de la maison. Souvent, elles sont les premières frappées ou victimes par les problèmes de pauvreté. Vos conseils, si vous en avez, pour un changement durable, pour une amélioration de leur situation? Mon conseil, de nouveau, c'est qu'elles ne se considèrent pas comme étant le pilier de la maison, seule, et qu'elles ne soient pas obligées de porter, justement, toutes seules, et de responsabiliser les personnes qui sont autour d'elles, en particulier les hommes qui sont autour d'elles, en étant justement très fermes, voyez, c'est ça aussi. C'est qu'à partir du moment où je considère que je dois me sacrifier pour les autres, parce que je suis faite pour cela, toute ma vie je vais me sacrifier. Même si les autres ne me le demandent pas, de toute façon je vais le faire. Oui. Donc déjà, la première chose qu'elles doivent faire, c'est changer leur état d'esprit dans le regard qu'elles ont vis-à-vis d'elles-mêmes. Changer leur état d'esprit dans le regard qu'elles ont vis-à-vis des autres. C'est-à-dire, mais les hommes ont toujours été comme ça, ils n'ont jamais rien fait. C'est nous qui avons dû toujours être responsables parce que nous sommes responsables. Et la question qu'elles doivent se dire, mais est-ce que vraiment nous avons raison ? Si je mets l'homme face à sa responsabilité, que quelque part je l'oblige parce que voilà, ce que je ne fais pas, il va devoir le faire aussi. Et puis je vais aussi lui dire, c'est ça ou pas autrement je te quitte. Oui. Et tout ça, on n'est pas obligé de se battre, on n'est pas obligé de faire des conflits pour faire ça. Non. Voilà. À partir de ce moment-là, un équilibre pourrait s'installer parce que il faut que les tâches soient partagées, il faut que les responsabilités soient partagées. Et il n'y a aucune raison qu'une femme endosse toutes les responsabilités. Non. Ce n'est pas correct, ce n'est pas juste. Et dans le temps nous presse comme c'est pas possible. Alors j'ai d'autres questions, puis je veux savoir aussi comment vous voyez à court, à moyen et à long terme les changements des comportements de femmes et des humains sur la Terre face à l'ensemble des thématiques dont vous êtes porteuse. Ça c'est une grande question. Et puis vous allez nous parler une grande question. Alors encore une fois, je vais vous servir une réponse à double avec un portefeuille à double pan. C'est que ça va vite et c'est là en même temps. Oui. Voilà. Parce que c'est vrai que je vois tous les gens avec lesquels je travaille, que ce soit aussi bien chez nous que chez vous, une personne qui est prête à se remettre en question, qui est prête à changer de vie parce qu'elle en a marre de souffrir, je peux vous dire que ça va très très vite. En quelques jours, elle est capable de changer sa vie et de dire maintenant stop, ça suffit, voilà, je vais mettre en pratique ce qu'on me propose, je vais le faire. Et tout ce qui se passe à l'extérieur d'elle, que ce soit les situations comme les personnes, se mettent à se transformer. Et elle va dire, mais je vis un miracle. En fait, elle ne vit pas un miracle. C'est que grâce à la fermeté qu'elle a face à ses nouveaux besoins, elle va engendrer une énergie qui va déconstruire ce qu'elle avait vécu jusqu'alors et qui va au contraire construire une nouvelle vision de la vie, une nouvelle possibilité avec des événements qui arrivent réellement, vous voyez. Et toutes les personnes qui travaillent avec nous disent la même chose, ils nous disent c'est un miracle, ça a transformé ma vie. Donc ça va très très vite. Voilà. Je dois m'adhérer immédiatement. Alors, je veux dire que c'est malheureux. On aurait pu continuer cette conversation, cette belle conversation pendant longtemps, mais je voudrais quand même rappeler votre conférence qui aura lieu samedi prochain à El Rancho, à la salle Épicure. Et là, le thème, ça va être la pauvreté. Et le thème qui m'interpelle, changer l'état d'esprit pour se libérer de la pauvreté, que je trouve extraordinaire. Merci beaucoup, beaucoup, à beaucoup, 16 madame. heures, on pourrait rajouter, je crois. Oui. À 16 heures, la conférence. Oui, à 16 heures, exactement ça. Alors, j'espère qu'il y aura beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes. Et je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, j'espère aussi qu'il y aura beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes, mais j'espère surtout qu'il y ait une grande réconciliation entre l'homme et la femme, parce que nous le méritons. Vous êtes chez nous pour combien de temps? Une dizaine de jours.
bienvenue encore et bon séjour. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Merci. C'était Parole de femme avec Madame Martine Libertino, qui est conférencière. Et ici, c'est sa 21e visite. On est bien content de l'avoir chez nous. Alors, merci pour sa visite et merci pour cette belle conversation. À très bientôt, Parole de femme. La mise en onde d'aujourd'hui était faite par 2 personnes. Alors, j'étais très, très chanceuse. Je dis merci à ces 2 techniciens et une production de radio Télé Kiskeya d'après une idée de Marie-Monique Jean-Gilles. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. J'ai éclairé d'un coup de chandelle, comme l'embelle à Willy Footbell. Ti dadal campé d'un coup de toc, t'étais le dit c'est des blocs. Comme l'embelle, aïe 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 aïe, comme la caille la paix. C'est réel, oh, comme la caille la paix. Comme l'embelle, la caille la paix, c'est réel, comme la caille la paix. Jouisse l'irect un coup bois qu'un pêche, c'est-il fin pourtant li pas cherche. Dents blanches, nana au sol. L'aile marché, la tremble les épaules. Comme l'embelle, aïe aïe aïe, comme la caille la belle. C'est réel, comme la caille la belle. Depuis nous contre moins décontrôlés. Qu'aime danser un couille autopicacha. Non, rêve moi accueille nous comme calacha. Moi toujours prier pour moi parler. Comme l'embello, aïe aïe aïe, comme la caille la paix. So nous toutes sommes femmes pour aïeux. Parole de femme, une série de conversations par les femmes pour les femmes sur des sujets concernant les femmes, tels que la violence, le harcèlement sexuel, la santé, la famille, le loisir, la spiritualité, l'amour, la sexualité, le bien-être mental, le travail, l'éducation, les enfants, la gestion de l'argent et plus encore. Bonne écoute. Pour nous rejoindre, Parole de Femme Haïti à gmail.com. Visitez notre page Facebook Parole de Femme Haïti. Pas oublier, attendez-nous tous sur soundcloud.com/Parole de Femme Haïti. Instagram @Parole de Femme Haïti. Nous toutes sommes femmes pour